le confinement national, à propos des allocutions du président de la République française et de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Dans la situation de crise pandémique des dernières semaines, à laquelle sont en train de se greffer de toute autre crise, dont les effets, eux, iront bien au-delà de la phase de vaccination ou d'immunisation collective à laquelle on en arrivera forcément, des gouvernements vacillent, hésitent, puis optent, souvent très tardivement, pour des mesures d'exception de plus en plus draconiennes, copiées sur leurs homologues, et dont il faut ensuite rendre raison. Du point de vue scientifique des épidémiologistes, des infectiologues ou virologues consultés par nos gouvernements, nous formons des populations. Mais c'est bien à des sujets parlants que des chefs d'État s'adressent. C'est à ce moment-là, au plus tard, que se ressent dans le discours ce que j'aimerais appeler le confinement national, qui commence par la manière dont un sujet collectif est induit par les modalités d'adresse du discours. Cette semaine, le président de la République française, Emmanuel Macron, a donné son allocution le soir du 16 mars. Celle de son homologue allemande, la chancelière de la République fédérale, a suivi 2 jours après. Jérôme a réagi à chaud à la déclaration de guerre de Macron. Jean-Luc nous a livré une méditation sur l'Europe et le coup de boomerang du coronavirus. Je voudrais, pour ma part, intervenir de manière très circonstancielle et vous faire part de plusieurs remarques suscitées par les 2 allocutions du président de la République française et de la chancelière allemande, étant moi-même française et vivant en Allemagne depuis déjà 2 décennies. J'aimerais à la fois souligner quelques traits communs et mettre le doigt sur des différences qui, à mon sens, sont tributaires d'une histoire spécifique, pour le coup nationale, différences qui font que ces discours et la manière dont ils sont portés par une voix, une gestuelle, un langage corporel, ne peuvent pas du tout être reçus de la même manière. Ma première remarque porte sur la dimension de mise en scène de ces allocutions. Les mesures d'exception adoptées eu égard à la crise pandémique et par conséquent l'exposition des raisons pour lesquelles l'exécutif suspend la démocratie pour censément sauver nos démocraties, cela nécessite apparemment de passer par un médium assez vétuste, à savoir la télévision, tout à coup revêtue d'un caractère solennel que n'a pas le podcast sur Internet. Merkel apparaît devant le Reichstag, qui remplit tout le fond de l'image. À sa droite, le drapeau de la Bundesrepublik. Côté français, un zoom sur la façade de l'Élysée et un cut nous projette à l'intérieur du palais présidentiel, où Macron nous attend. Ils sont l'un et l'autre comme figés par le rôle endossé. Il s'agit à chaque fois de trouver une posture corporelle adéquate à la dignité de la fonction présidentielle ou chancelière. Dignité que Barack Obama avait rappelée à son successeur Donald Trump lors de la cérémonie d'investiture à la Maison Blanche. Il s'agissait bien de servir. Mais c'est tout de même de l'héritage républicain ou démocratique de ce que Ernst Kantorowicz avait appelé les 2 corps du roi, The King's Two Bodies, et qui finalement est assez proche des grands fantômes dont parle Diderot à propos du comédien qu'il s'agit ici. Il va de soi qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel ne s'acquittent pas de la même manière de cette tâche littéralement surdimensionnée. En 15 ans d'exercice du pouvoir, Angela Merkel s'est passablement habituée, et plutôt bien, à vivre dans 2 corps à la fois. Macron, quant à lui, a beaucoup de mal à ne pas rappeler le manager encourageant et tensant son équipe. Il a beau froncer les sourcils et se pincer les lèvres, ce n'est pas ce langage non-verbal qui lui permet de trouver la tenue dont il a besoin pour présenter les mesures prises. C'est là que commencent les différences marquantes entre ces 2 adresses, objet de ma 2e remarque. Car si l'un et l'autre vont faire usage de formules et de gestes communs à tous les chefs de gouvernement ces jours-ci, s'ils nous expliquent qu'il s'agit tout d'abord de ralentir le virus, s'ils nous assurent la souplesse d'un pouvoir exécutif qui s'adapte, comme le dit Macron,
à une situation dynamique et ouverte, comme le souligne Merkel, si tous deux nous mettent en garde contre la désinformation, si l'un et l'autre remercient les groupes sociaux qui travaillent activement à endiguer la crise, Macron annonce de nouvelles mesures, tandis que Merkel se présente dans l'après-coup pour expliquer le pourquoi des mesures adoptées et des règles et consignes à suivre. Expliquer et erklären, rendre des décisions politiques transparentes, nous dit Merkel, participe du processus démocratique ou de ce qu'elle appelle une démocratie ouverte, offene Demokratie. Aussi étrange que puisse paraître cette notion d'ouverture, dans la logique de confinement qu'elle est censée justifier, elle parvient assez efficacement à suggérer que Merkel est au moins consciente de l'inquiétude suscitée par des mesures d'exception dont on sait bien qu'elles laissent toujours des traces durables, dont on sait bien qu'elles se pérennisent d'une manière ou d'une autre. Cette inquiétude, semble-t-elle dire en insistant sur ces mots de démocratie, de vie démocratique, elle la partage. Et c'est pourquoi le jeu d'Angela Merkel, puisque Macron comme Merkel emploient plusieurs fois la première personne du singulier, ce jeu n'est pas seulement celui d'un chef de gouvernement, du reste du point de vue de l'ordre protocolaire de la République fédérale allemande, Merkel n'occupe pas réellement une fonction de représentation. Il est également celui de l'ancienne ressortissante d'un État dans lequel le confinement a été pratiqué comme mode de gouvernement pendant des décennies entières. Croyez-moi, pour quelqu'un comme moi, pour qui la liberté de circuler et de voyager représente un droit conquis de haute lutte, ces restrictions ne peuvent être justifiées que par une nécessité absolue, dit-elle. Ce n'est pas la contrainte, Zwang, qui fait la vie démocratique, dit aussi Merkel, mais un savoir partagé, geteiltes Wissen. Et tout l'exercice de ce discours consiste d'une certaine manière à assumer un devoir d'explication capable de transformer en une responsabilité partagée ce qui est d'abord vécu comme une contrainte collective sans précédent en termes de paix. Cela ne change pas la nature de ce gouvernementalisme concerté à échelle européenne. Mais le discours de Merkel met le doigt sur le problème de l'écart entre un sujet collectif et chacune des existences dont il est composé. Et, même dans la dénégation, il désigne du moins les formes d'auto-assujettissement collectif très particulières qui en découlent. Son discours ne fait pas entièrement fi de la souveraineté démocratique. Au passé de la RDA s'ajoute la tradition dans laquelle s'inscrit la chancellerie en Allemagne, celle d'un État qui, amené à se refonder intégralement après 1945, s'est donné une loi fondamentale dont le texte, adopté en mai 1949 et rédigé notamment par Carlo Schmitt, un traducteur de Baudelaire, a été l'une des réponses les plus fortes et les plus durables au national-socialisme. Ces deux couches historiques expliquent sans doute que les modalités de l'adresse de Merkel ont peu à voir avec celles de Macron. Macron annonce aux Françaises et Français, à la France, à la nation, de nouvelles mesures qu'il va falloir faire respecter en exerçant une contrainte policière sur les récalcitrants. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. C'est dit en passant et avec une étrange pudeur dans ce discours pugnace, mais c'est dit tout de même. Merkel, elle, ne peut tout simplement pas, en raison de l'histoire allemande, s'adresser à la nation ou au peuple allemand. Elle se présente alors à ses concitoyennes et concitoyens. Macron ne connaît pas ce problème-là. Il ne connaît pas de concitoyennes et de concitoyens. Tout au plus des compatriotes. Il ne connaît ce qu'il appelle vie démocratique que sous la forme du bon fonctionnement du contrôle parlementaire et du suivi de gestion des élections municipales. Il sait ce que c'est que la vie de la nation, moi pas, et ce qui lui est essentiel, les supermarchés,
et non essentiels, les bistrots. Macron a besoin de références à un imaginaire ancien qu'il manipule comme s'il allait de soi. Le catéchisme républicain, la patrie en danger, les enfants de la nation, l'abnégation patriote. Jérôme a parfaitement raison de souligner cette nouvelle guerre déclarée à un ennemi qui, lui, ne la déclare pas, et de faire le lien entre ce leitmotiv « nous sommes en guerre » et la rhétorique politicienne des lendemains d'attentats terroristes. C'est évidemment l'enjeu présent sur lequel il faut être d'une vigilance absolue. Il me semble néanmoins que cette évocation caricaturale de la patrie en danger mérite d'être commentée au passage. Car enfin, mettre à contribution l'armée, ses bras et infrastructures dans le Grand Est est une chose. Transformer les médecins, infirmiers et aides-soignants en enfants de la nation, je cite, faire ressusciter les volontaires de l'an 1, c'en est une autre. Tout cela dépasse largement la personne d'Emmanuel Macron. Tous les présidents français ont eu maille à partir avec un legs national qui rend difficile d'éviter l'écueil de la caricature. Que faire de la dignité de la fonction présidentielle lorsque le premier président français à avoir été élu s'appelait Louis Bonaparte? Lorsqu'un Hans Wurst, comme l'appelait Karl Marx, vous guette à tous les coins de rue. On oscille alors entre la tentation monarchique, la tentation du césarisme et le modèle républicain, dans une sorte de papillonnement pénible à observer, une incapacité notoire à se hisser à la hauteur du grand fantôme, et peu importe du reste les noms des hommes qui successivement ont voulu se consacrer à l'exercice impossible de la dignité de la fonction présidentielle en France, qu'ils s'appellent Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou autrement, peu importe, une chose est sûre du moins, c'est qu'il s'est toujours agi d'homme. Merkel ne manie pas la métaphysique de la nation et ses métaphores. Lorsqu'elle a recours à un autre procédé rhétorique et qu'elle littéralise une expression idiomatique, c'est pour remercier et saluer au passage un groupe social que Macron a oublié, les caissiers et caissières, les employés de supermarché qui, je cite, font littéralement tourner la boutique. Merkel n'a de cesse de rappeler le devoir d'être dans le souci d'autrui, et c'est par ce biais qu'elle aimerait insuffler la notion de communauté, de notre communauté, unsere Gemeinschaft, au regard de laquelle chaque vie et chaque être humain compte. Je continue à citer. Le nous de cette communauté ne part pas en guerre, il s'aperçoit de sa vulnérabilité, nous dit-elle. C'est lui, ce nous, qui est porteur d'une dignité, de cette dignité de la personne humaine dont l'article 1 de la loi fondamentale allemande dit qu'elle est intangible, unantastbar. Mais il va de soi que cette communauté, elle aussi, est une communauté nationale. Il va de soi que Merkel fait silence, comme Macron, sur les centaines et milliers de femmes, d'hommes et d'enfants bloqués à la frontière entre la Turquie et la Grèce, et dont plus personne ne parle depuis qu'une population européenne vieillissante est menacée par un virus. La dignité de la personne humaine, cette fois-ci, s'applique prioritairement aux personnes âgées, que le confinement des nationaux, dans une action concertée de la plupart des pays de l'espace Schengen, protège censément de sa propre mort. Pour sauvegarder cette dignité-là, nous admettons notre vulnérabilité, mais nous fermons nos frontières à des vulnérabilités bien plus grandes que la nôtre. Et à l'intérieur de l'espace de nos communautés ou nations, pour faire valoir ce droit fondamental, nous en violons ou maltraitons d'autres pendant une durée indéterminée. Le droit à la réunion, le droit à la libre circulation, le droit au libre épanouissement de la personnalité, le droit à l'éducation. Pour combien de temps encore et avec quels effets ?